Bonjour et bienvenue sur le solaire pour tous. Si comme moi vous avez une installation électrique, qu'elle soit ancienne ou pas, en triphasé, vous vous posez certainement la question sur quel matériel choisir pour avoir le meilleur rapport coût-production. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai choisi un onduleur qui fonctionne en monophasé et comment j'ai pu optimiser la consommation de ma production électrique. Pour commencer, il faut bien comprendre la différence entre le courant monophasé et le courant triphasé. Le courant monophasé est constitué d'une seule phase électrique. On va donc avoir en plus de la terre deux fils, le conducteur de phase, qui est marron, rouge ou noir, et le fil neutre, qui en général est bleu. Le courant triphasé est composé quant à lui de 4 fils, en plus du fil de terre. On a 3 conducteurs de phase et un fil neutre. Le triphasé est plus adapté aux professionnels et aux entreprises qui ont besoin de faire fonctionner des appareils consommant beaucoup d'énergie. On va également le trouver dans des habitations énergivores. Alors pourquoi j'ai du triphasé? Aucune idée, car lors de la construction de ma maison, le chauffage était au fioul, même si maintenant j'ai migré sur une pompe à chaleur, et à ce moment-là, je n'avais pas besoin d'une puissance électrique importante. J'ai lu que pendant un moment EDF a réalisé les installations électriques de certaines maisons neuves en triphasé, surtout en milieu rural, pour parer à une consommation d'électricité potentiellement forte. Ma maison, qui effectivement est à la campagne, devait probablement en faire partie. Quand vous êtes en triphasé, il faut équilibrer vos 3 phases, c'est-à-dire répartir le plus équitablement possible l'énergie disponible sur l'ensemble des appareils consommateurs de la maison. L'électricien qui va faire votre installation va donc travailler avec vous sur le plan de votre maison afin de situer où seront placés les appareils les plus consommateurs d'énergie, les fours, les plaques électriques, le ballon d'eau chaude, la pompe à chaleur, etc. À partir de là, il va faire un schéma électrique et répartir les prises de branchement de ces différents appareils sur les 3 phases. On va donc retrouver dans le tableau électrique un schéma similaire à ce qui est représenté sur la droite de l'écran. Si vous êtes comme moi en triphasé, vous aurez la possibilité d'utiliser un onduleur triphasé qui va se connecter sur chacune des 3 phases. La production de vos panneaux solaires pourra donc être répartie sur chacune de ces phases en fonction des besoins du moment. C'est-à-dire que si par exemple vous allumez votre four qui est sur la phase 1 et qu'il n'y a pas ou très peu de consommation électrique sur les 2 autres phases, alors votre onduleur va prioriser l'injection du courant photovoltaïque au niveau de cette première phase. Mais dans une installation triphasée, vous pouvez également utiliser un onduleur monophasé. Dans ce cas, l'onduleur ne pourra être connecté que sur une seule des 3 phases. Il faudra donc choisir celle qui vous semble la plus judicieuse, c'est-à-dire celle sur laquelle vous consommez le plus d'électricité. Par exemple, vous prendrez la phase sur laquelle vous avez votre chauffe-eau, puisque c'est un appareil consommateur que vous utilisez tous les jours de l'année. Si l'on compare maintenant ces deux types d'onduleurs, la première contrainte d'un onduleur triphasé, c'est son prix, qui est plus élevé qu'un onduleur classique monophasé, car qui dit triphasé dit installation électrique nécessitant une forte puissance. L'onduleur de base triphasé est donc plus puissant qu'un onduleur basique monophasé. Par exemple, dans la gamme Sofar Solar, j'ai payé mon onduleur 3 kW 450 €, contre 600 € de plus pour le modèle de base en triphasé. Évidemment, à puissance équivalente, l'écart avec le triphasé va être moins important, mais si vous souhaitez réaliser une installation simple, sans trop de formalités administratives, comme je l'ai présenté dans ma vidéo au chapitre 2, 3 kW reste la bonne puissance. D'autre part, 600 € d'écart, ce n'est pas énorme, mais cela repousse d'autant plus le point de rentabilité de votre installation. Ce qui reste bien sûr à modérer, car en théorie, avec un onduleur triphasé sur une installation triphasée, vous devriez mieux optimiser votre consommation photovoltaïque. Pour installer un onduleur triphasé, il faut être proche du tableau électrique de la maison afin de pouvoir le connecter sur chacune des phases.
sauf si bien sûr vous avez des prises en triphasé un peu partout, par exemple dans votre garage. Dans mon cas, je voulais que mon onduleur soit hors de ma maison, en proximité de mes panneaux solaires dans le jardin. Pas de prise triphasée à proximité. La seule solution consistait donc à tirer un câble assez long de 4 fils de l'onduleur au tableau électrique, câble qui devra nécessairement être de bonne section et qui m'aurait coûté une centaine d'euros. Pour les différentes raisons évoquées, principalement la simplification administrative et ma volonté de démarrer par une installation simple et pas trop coûteuse, j'ai donc opté pour un onduleur monophasé, en procédant toutefois dans mon tableau électrique à quelques optimisations que je vais vous expliquer. J'ai commencé par réaliser une analyse de mon réseau électrique en tenant compte uniquement des appareils à moyenne ou forte consommation, comme mes fours électriques ou mes plaques de cuisson. J'ai également pris en compte les appareils qui consomment moins mais qui consomment en continu du courant, comme les réfrigérateurs et congélateurs. Pour chaque appareil, j'ai identifié à l'aide de mon compteur électrique sur quelle phase il était branché. Et au final, j'ai obtenu le tableau affiché à l'écran, l'objectif étant de définir quels sont les appareils les plus consommateurs que je devrais brancher sur la phase alimentée par mes panneaux photovoltaïques. J'ai donc essayé de définir un niveau de priorité en identifiant le couple puissance consommée, fréquence d'utilisation, pour prioriser une nouvelle répartition des appareils pour chacune des phases de l'installation. Mon installation a une puissance de 18 kVA. Chacune des 3 phases peut donc atteindre une puissance maximale de 6000 VA. Si je connecte de nouveaux appareils sur une seule phase, il faut donc que je m'assure de ne pas dépasser 6 kVA, sinon mon disjoncteur va sauter. J'ai donc cherché à analyser ma consommation électrique. Pour ce faire, je suis allé sur le site d'Enedis et j'ai récupéré tout mon historique de consommation, à savoir les 3 dernières années. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de savoir combien j'ai consommé, mais plutôt la puissance maximale atteinte en fonction des périodes de l'année. Pour ce faire, vous devez aller dans le menu « Suivre mes mesures », puis cliquer sur le bouton en bas à gauche « Télécharger mes données ». Dans la fenêtre qui apparaît, vous choisissez « Puissance maximale quotidienne », puis à droite la période. Ici, j'ai pris la période la plus étendue possible, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai eu mon compteur Linky. Pour finir, vous cliquez sur « Télécharger mes données ». Le site vous indique que votre demande est prise en compte et qu'il va falloir patienter de quelques minutes à plusieurs heures selon le volume de données et la charge sur le site Enedis pour obtenir vos informations. Vous cliquez sur « Mes téléchargements ». Si le résultat n'est toujours pas disponible, le message suivant vous indique qu'il faut attendre encore un petit peu. Vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite pour rafraîchir vos données. Une fois les informations prêtes, vous pouvez les télécharger. Les informations se présentent sous la forme d'un fichier d'extension CSV qui correspond à des données formatées avec des séparateurs. Vous pouvez facilement ouvrir ce fichier sous un tableur comme Excel ou Calc. Le fichier présente une première colonne qui correspond à l'eurodatage de la valeur et une seconde colonne indiquant la puissance maximale atteinte. Pour avoir des données plus facilement analysables, j'ai découpé le champ Eurodate en 4 champs, l'année, le mois, le jour et l'heure. Pour ce faire, il faut utiliser une fonction permettant de découper la date et l'heure du champ texte Eurodate en données de type date et heure. La fonction stxt qui existe dans n'importe quel tableur permet de faire cela facilement. Ensuite, j'ai créé un tableau croisé dynamique en utilisant 3 champs, la valeur maximale de puissance atteinte, l'année et le mois. De cette façon, je peux générer le tableau à droite de l'écran qui me donne par année et par mois les valeurs maximales atteintes. Alors, première observation, je constate que certains mois de l'année, la valeur maximale atteinte sur le mois est inférieure à celle d'une seule de mes phases.
Donc, par exemple, ici sur 2021, je monte au maximum à 5785 voltampères, là où chacune de mes phases est à 6000 voltampères, puisque j'ai une puissance globale de 18 kVA. Ma pompe à chaleur consomme en veille et en permanence 188 voltampères sur chaque phase. Je trouve d'ailleurs cela énorme. Je peux donc ajouter environ 400 voltampères à ma puissance maximale de 6000 voltampères, puisque ces 400 voltampères sont pris sur les deux autres phases. Ma conclusion est très simple. Si je connecte l'ensemble de mes appareils à une seule de mes trois phases, hors pompe à chaleur qui est triphasée et doit donc rester sur trois phases, à ce moment-là, ma puissance disponible sera suffisante pour 4 à 7 mois de l'année, à peu près d'avril à octobre, comme on le voit en vert ici. Si je reste dans cette configuration, les autres mois de l'année, mon installation disjonctera. Il faut néanmoins que je fasse attention à certains mois. Comme on le voit sur le tableau pour avril, mai et octobre, la puissance maximale atteinte peut dépasser les 6000 voltampères certaines années, comme en 2021 et 2022. Pour m'assurer que je n'aurai pas de problème, il faut donc que je régule ma consommation en évitant de lancer plusieurs appareils énergivores en même temps. Par exemple, ne pas utiliser le four pendant la mise en température du ballon d'eau chaude. Et de toute façon, si je constate que mon installation disjoncte, alors il faudra que je revienne sur un branchement à une ou plusieurs phases. Comme je le disais pour les autres mois de l'année et comme c'est présenté en orange ici, il faudra rester sur 2 ou 3 phases ou alors baisser et lisser drastiquement ma consommation sur la journée. La consommation plus importante correspond, je pense, au chauffage de la maison, qui est électrique et à 80% géré par ma pompe à chaleur, avec en plus le ballon d'eau chaude qui doit consommer plus car l'eau doit vraisemblablement avoir une température de plus basse quand c'est l'hiver. Sur l'éclairage, je n'ai que des ampoules LED, donc la différence de consommation avec l'été doit être assez mineure. Pour bien faire, il faudrait que j'analyse ces mois de plus forte consommation pour voir si je peux essayer de rester sur 2 phases. Je verrai donc cela cet hiver. Concernant ma pompe à chaleur, elle gère la majorité de mon chauffage ainsi que mon ballon d'eau chaude. C'est un modèle assez ancien et je n'ai pas réussi à trouver sa valeur de consommation maximale. Mais d'après ce que j'ai lu, la puissance électrique minimum pour l'usage d'une pompe à chaleur est de 9 kVA. Ma pompe est connectée sur 3 phases sur lesquelles elle doit consommer de façon équitable de l'électricité. Dans cette configuration, si par exemple elle consomme 9000 voltampères, j'arrive à une puissance consommée de 3000 voltampères sur chacune des phases et il me reste donc 3000 voltampères de disponibles sur la phase où j'ai connecté le reste de mes appareils. Je pourrais donc en théorie, et si je ne dépasse pas ces 3000 voltampères, pour mes autres appareils, rester sur du monophase, sauf pour la pompe à chaleur bien sûr qui va rester sur du triphasé, et ainsi monter pour l'ensemble de mon installation sur du 12 000 voltampères. Pour aller plus loin, j'ai voulu analyser plus en détail mes données de consommation et j'ai donc regardé sur la base des 1014 jours d'historique que j'ai à disposition quels étaient mes pics de consommation. Comme on le voit sur le tableau, dans la grande majorité des cas, soit environ 73%, je suis en dessous de 6000 voltampères. Il va donc falloir que j'analyse cet hiver les pics de consommation atteints pour comprendre si je peux diminuer ou lisser cette consommation. Je pourrais le faire soit a posteriori via les données Enedis qui sont disponibles le lendemain, mais ça risque d'être difficile, soit mettre un compteur électrique de type Wi-Fi à la sortie de mon disjoncteur, ce qui me permettra de faire cette analyse tout au long de la journée. De cette façon, je pourrais voir si je peux abaisser la puissance maximale atteinte, comprendre d'ailleurs pourquoi je vais aussi haut en termes de puissance, et ainsi avoir un maximum d'appareils électriques sur la phase qui est alimentée par mes panneaux photovoltaïques.
Je pourrais également brancher sur une deuxième phase des appareils électriques que j'utilise occasionnellement l'hiver, comme par exemple le radiateur électrique de la chambre d'amis. Avant de passer à la suite, un petit disclaimer pour vous rappeler que l'électricité, c'est dangereux et qu'il faut donc la manipuler avec beaucoup de précautions, en prenant le soin de bien couper le courant au niveau de vos coffrets avant d'intervenir sur les composants électriques de votre centrale, mais également au niveau de votre tableau électrique. Je vous rappelle également que je ne suis pas électricien, il peut donc y avoir des manquements ou des erreurs involontaires dans les vidéos que je présente. Je vais maintenant expliquer les modifications que j'ai réalisées au niveau de mon tableau électrique. Je précise que j'ai fait ces modifications à la fin du mois de mai dernier et que j'ai volontairement attendu quelques mois avant de faire cette vidéo pour m'assurer que tout allait bien. Au niveau du tableau électrique, j'ai une petite boîte de dérivation avec en entrée mes 3 phases en provenance du compteur électrique. Comme on le voit sur l'image, le montage n'est pas très propre, il aurait fallu une boîte de dérivation beaucoup plus grande. J'ai aussi 3 sorties différentes, l'une étant réservée à ma pompe à chaleur. Les 2 autres couvrent différentes parties de ma maison et alimentent les autres appareils. Pour optimiser mon installation, j'ai donc déconnecté 2 des phases de ces 2 sorties, en les reconnectant sur la phase sur laquelle ma centrale solaire produit de l'électricité. Je ne toucherai bien entendu pas à ma pompe à chaleur, qui elle est en triphasé, donc je la laisse en triphasé sur les 3 phases. De cette façon, seule ma pompe à chaleur va consommer sur les 3 phases, le reste de mes appareils électriques va consommer sur une seule phase sur laquelle j'ai branché mes panneaux solaires. Ici, on voit un petit schéma récapitulatif simplifié de mon installation sur 3 phases, chaque phase desservant 3 zones différentes, mes panneaux étant branchés sur une prise électrique dans l'une de ces zones et sur la phase numéro 1. Pour faire les modifications, il faut un boîtier électrique assez grand et profond pour avoir la place de revoir les connexions et également d'insérer le tore que j'utilise pour faire du zéro injection. J'ai pris un boîtier de 17 cm par 11 cm et de 8,5 cm de profondeur qui m'a coûté 9 €. Pour pouvoir connecter facilement les fils électriques, j'ai supprimé les bornes de raccordement unitaires que j'ai remplacées par un bornier de raccordement à une dizaine d'euros, ce qui me facilitera les changements de configuration ultérieurs si je dois revoir mes branchements cet hiver pour rééquilibrer les phases ou si d'ici là je constate une surcharge. Ici un schéma reprenant à gauche la configuration actuelle pour les mois de novembre à mars et à droite la configuration cible pour les mois d'avril à octobre. Une fois la modification faite, j'ai procédé à un test en mettant en marche de façon simultanée plusieurs équipements très énergivores, c'est-à-dire 3 fours, une plaque chauffante et un grille-pain, jusqu'à atteindre la puissance maximale. La conséquence a été que mon compteur a disjoncté, ce qui par ailleurs aurait pu également arriver si j'avais mal équilibré mes 3 phases. Je vais donc maintenir cette configuration jusqu'à cet hiver, puis rebrancher certains appareils sur une seconde phase. À noter, j'ai fait cette modification donc depuis 3 mois et jusqu'à ce jour, mon compteur n'a jamais disjoncté. Pour finir, la photo du montage final à droite avec le bornier de raccordement en bas en vert et le tore zéro injection en haut. Comme on le voit, j'ai mis des petites étiquettes sur chacun des fils pour pouvoir me repérer et effectuer de nouveaux changements ultérieurs. Un petit état des lieux à date, à partir des infos Enedis. J'ai fait mon branchement sur une seule phase le 20 mai dernier et comme on le voit, je n'ai jamais dépassé la puissance maximale de 6400 VA que je m'étais fixé. Je suis monté à 6000, presque 6200 VA maximum. Pour finir, l'analyse des gains obtenus avant et après mon branchement, à modérer bien entendu car je n'ai que quelques mois de recul,
et en plus je suis sur des mois favorables de juin à août car l'ensoleillement est beaucoup plus important. Globalement, j'augmente mon ratio électricité produite, électricité consommée, qui passe d'environ 20 à 25% à environ 40%. J'ai fait la même analyse en comparant l'électricité achetée sur 2 années et j'obtiens des résultats assez similaires. Bien entendu, il faut également modérer ces résultats, la consommation étant liée à différents facteurs comme le climat ou des changements d'habitude. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.